plus je réfléchis à son projet, plus il me paraissait impraticable. Elle est plus grande que moi de près d'une demi-pouce. Tous les geôliers étaient habitués à me voir. Sa taille était souple et élancée. Il est vrai que le chagrin m'avait singulièrement maigri, mais enfin la différence devait sauter aux yeux. De notre côté, j'étais si bien préparée à mourir. Je remettais, il est vrai, aux délibérations depuis 2 jours, et je ne ferai pas usage de l'armée que j'avais cachée. Toute cette toilette du bureau, cette marche si longue sur une charrette et la conciergerie à la grève me donnant de l'émotion, mes enfants, le cœur restait ferme. Et voilà qu'il me faut détourner les yeux de la mort pure, mais j'étais dans tous les états d'un projet de fuite impossible à réaliser et qui me paraissait extravagant. La burlesque allait se mêler à la tragédie, car je serais repris sous des habits de femme, et peut-être arrondir la barbarie de me produire aux yeux du public sous le ridicule travestissement. Mais de notre côté, comment la refuser? Elle paraissait si heureuse de son projet, si assurée de son succès. Ne pas lui tenir parole sera la tuer. Et le lendemain, on dit que je me tourmentais encore de ces tristes pensées. Elle arriva, j'ai pris tel que, en me quittant levé au soir, elle avait fait prendre ses porteurs le chemin de la rue du Bac, et qu'elle avait quitté sa chaise à quelques pas de l'hôtel des Affaires étrangères. Monsieur Radou lui avait conseillé de faire une dernière tentative auprès de sa ministre. Mais pour arriver à lui, il fallait employer la ruse. Elle demanda au Suisse l'appartement de M. Bresson, trésorier du ministère, et comme il demeurait dans la première cour, il s'arrêta quelques minutes sur les premières marches de l'escalier et elle se glissa ensuite dans les secondes cours et parvint jusqu'à l'antichambre du ministre. Son Excellence sortit, lui dit-on, j'étendrai le valet de chambre, auquel elle s'adressait, la reconnut et courut se plaindre au Suisse auquel elle avait été consignée dès le matin. Car sa présence à la porte de Madame la Duchesse d'Angoulême avait donné l'éveil partout. Les Suisses arriva toute troublée parmi beaucoup de reproches et il lui dit « Vous m'exposez à perdre ma place. Je vous ai trompé, vous n'êtes donc pas sans faute. Je veux voir le ministre. S'il est sorti, je l'attendrai. S'il est chez lui, je passerai la nuit dans cette salle. On ne m'en fera sortir que par la violence. Allez le dire à votre maître. Que pouvait faire le ministre? Il la fit entrer. Madame la Valette lui fit un exposé clair et rapide du procès. Louis exprima avec force toute l'injustice de ma condamnation et elle finit par implorer son appui auprès du roi. Le duc de Richelieu l'écoutait, les yeux baissés, il paraissait touché, mais enfin, il lui avoua que le roi lui avait ordonné de ne plus prononcer au nom sur cette affaire. Alors, monsieur, sauvez-le vous-même. Madame, ce serait un crime. Ne pourriez-vous du moins lui présenter un nouveau mémoire en mon nom? Le duc
saisissant avec empressement cette idée, je lui répondis: « Je le veux bien. Envoyez-le-moi demain à 8 heures et je vous donne ma parole qui sera remis dans le délai à Sa Majesté. » Je suis allée, me dit Amélie, chez l'avocat depuis ce mémoire. Monsieur de Richelieu, j'ai reçu ce matin. Il doit être maintenant dans les mains du roi. Cependant, mon rejet s'exécutera ce soir et ne serait plus temps demain, sans doute, puisque nous n'avons reçu aucune vague du château. Je vais entrer dîner avec vous. Conservez votre fermeté. Nous en aurons besoin. Pour moi, je me sens sans cœur du courage. Je peux 24 heures, pas peu au moins, de plus, ajouta-t-elle en soupirant. Je suis d'ailleurs exténuée de fatigue. Elle avait raison de compter les heures. À peine était-elle sortie que le concierge entra à midi. Un des rédacteurs à la quotidienne est venu me demander s'il était vrai que vous aviez fait venir 4 confesseurs et si peut imprimer dans son journal. 4, c'est beaucoup. Et qu'avez-vous répondu? La vérité, c'est que je n'en ai pas encore fait entrer un seul. J'ai vu bien que c'était un avertissement détourné. Il faut encore attendre. Tantôt je vous donnerai l'adresse d'une ecclésiastique. Toute la journée est encore à moi. Il ne me répondit rien et se retira en remuant la tête. Bientôt après arriva monsieur de Cravoisin. En entrant, il se jeta dans mes bras et se mit à pleurer. Je le fis asseoir. Je cherchai à la calmer. Ma tranquillité le remit un peu. Le curé de Saint-Sulpice sortait chez moi, me dit-il, et ne vous refusera pas ce secours spirituel si vous l'exigez, puisque vous êtes son paroissien, mais je vous demande de grâce pour lui. Il assistait le maréchal Ney à ses derniers moments, et il m'a avoué que cette scène lui avait fait tant de mal qu'il ne se sentait pas la force d'en éprouver une seconde. Cependant, il est prêt à venir si vous insistez. Remerciez-le, mon ami. J'ai un autre ecclésiastique je le ferai venir ce soir, mais pas avant. L'excellent homme voulait entrer dans quelques détails, mais il n'en avait plus la force. Ma fille entra dans ce moment, accompagnée de la vieille terreur de l'abbé Aublois. Joséphine pleurait en silence. La religieuse se lamentait. Qu'ai-je fait à Dieu, disait-elle, pour être témoin à ces horreurs? Et ces soupirs, ces sanglots et ces invocations sans fin commençaient à m'irriter. Je sentais que j'allais tomber comme une vieille femme si je ne mettais promptement fin à cette scène. J'ai pris donc commissaire de Cravoisin à part. Embrassez-moi, retirez-vous sans bruit, votre douleur me fait mal. Adieu, n'oubliez pas. Et je le conduisis doucement à la porte. Et j'aurais voulu conserver ma fille beaucoup plus longtemps, mais ce vœu me déchirait le cœur. Je l'ai pris sur mes genoux. Sa tête s'abandonnait sur ma poitrine. Je voulais lui parler, mais les mots s'arrêtaient au passage. Et il me fut impossible de prononcer quelques paroles de consolation. Enfin, je l'ai déposé sur une chaise et je me mis à parcourir la chambre, cherchant en vain à respirer. Il fallait donc prendre encore mon parti avec elle. Retourne au convent, lui dis-je. Je te verrai encore demain. Je te le promets. Mes affaires vont mieux qu'on ne croit. Non, dis rien à personne, mais sois sûr que je te verrai demain.
peine fut-elle partie, que toute ma fermeté m'abandonna. Je fondis aux larmes au dernier regard de mon unique enfant. Et j'ai bien de la peine à reprendre courage, mais enfin j'y parviens.